Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour la suite des aventures de Marcel avec le château de ma mère, sorti en 1990 de Yves Robert, d'après le roman éponyme du cycle des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, paru en 1957. Il s'agit donc de la suite de La gloire de mon père, sorti la même année dans les salles, avec le casting qui suit bien sûr Philippe Cobert, Nathalie Roussel ou encore Julien Siamaka. C'est un film qui dure environ 1h40 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h40 ? Eh bien, de nouveaux séjours dans les collines se profilent à l'horizon pour Marcel et sa famille. Il rencontre lors d'une balade une petite fille, Isabella. Marcel devient un peu aveugle par l'amour qu'il éprouve. Ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est la famille qui se déplace dans des propriétés privées pour accéder à leur havre de paix. Ils vont y faire des rencontres plus ou moins positives. Je vais faire peut-être court avec cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire parce que tout fonctionne très bien dans le film. Pourquoi donc je fais la vidéo? Plus une envie de médiatiser un petit peu ce film-là et le film précédent. Je vous invite bien sûr à voir la vidéo précédente sur La gloire de mon père, puisque les deux films partagent énormément de choses. Ce que j'évoque pour la plupart des choses dans le premier film est adaptable pour le second. Donc la critique sera peut-être plus légère, mais si vous voulez vraiment un tour d'horizon complet, il faut voir les deux critiques dans ce cas-là. J'ai eu en même temps d'avoir vu ce film, eu un peu la même sensation. C'est en cela que le film est quand même assez réussi et témoigne d'une expérience d'été que tout le monde a pu avoir. C'est les rencontres au beau milieu de la campagne, des rencontres avec des gens, on va dire, bien plus fortunés que nous, et ce fut littéralement mon cas aussi quand j'étais plus petit. Il y avait des voisins qui avaient des maisons pas possibles, et je sais plus comment j'ai été invité dans ces maisons pas possibles pour passer des après-midi qui étaient quand même assez agréables. Donc j'avais un rapport qui était presque similaire à celui de Marcel dans le film, et c'est voilà, du coup ça m'a encore plus touché de voir une expérience de vacances similaire à ce que j'ai pu vivre, et donc j'ai encore plus apprécié ces moments-là, même si dans le film le pauvre Marcel il est un peu tourné en ridicule. Étant donné que les deux films se répondent, ils sont similaires, est-ce que le deuxième dans ce cas-là trouve de l'intérêt par rapport au premier? J'avais un petit peu peur de m'ennuyer avec le second, c'est-à-dire que le charme du premier film est passé. Je dirais plutôt que le deuxième est une sorte d'extension du premier, une impression un peu de voir la même chose, mais en même temps c'est structuré vraiment différemment. Il y a plus de drame dans celui-ci. Ça m'a d'ailleurs fait penser, avec surtout la fin, je dois vous dire, ça m'a fait penser au Cinéma Paradiso. Donc ça, c'est encore un autre film avec, je crois, Philippe Noiret, qui est un film où il y a un mec qui s'occupe de cinéma, je crois, qui se souvient de ce qu'il a pu vivre enfant dans un cinéma avec un vieux projectionniste et tout ça. Et dans ce film-là, eh bien, on a une scène à la fin, je vous en parlerai après, qui montre Marcel Pagnol en silhouette en train de se remémorer des choses, un souvenir, parce qu'il est dans le lieu dans lequel il a été enfant. Donc je trouve que ça m'a fait penser au Cinéma Paradiso. Et le film-là ressemble plus à des petits moments de vacances, des petites anecdotes parsemé un petit peu dans le récit, bien qu'il y ait deux grandes parties principales, deux grands événements, comme je vous l'ai dit dans le synopsis, la rencontre avec l'aristocrate, on ne sait pas trop, hein, Isabelle, et la deuxième partie où c'est une espèce de mission ninja, faut pas se faire repérer par les propriétaires des lieux sur lesquels on ne fait que passer, même si voilà, ils tentent plus de choses en termes de structure, ils osent couper en deux le récit, eh bien on est toujours face à la même innocence. Par exemple, il y a un moment de véritable insouciance dans le récit. Ça commence direct, hein. On a Marcel qui est à l'école, qui se souvient de ces merveilleuses collines, hein, qui l'envoûtent complètement, au point qu'il oublie d'écouter le prof qui fait la dictée. Alors l'instituteur, il n'est pas content. Plan suivant, on le voit en travelling, je crois, avant dans le couloir, allant avec un petit papier à la main dans le bureau du directeur. Alors là, il va
se faire gronder tout ça. On a la porte qui s'ouvre et on a tous les professeurs qui le regardent fixement et on a bien sûr le prof qui faisait la dictée qui dit c'est lui, et après il y a le directeur qui dit c'est vous, et après il y a le père bien sûr de Marcel qui dit c'est toi. Et il y a Marcel qui dit « C'est moi ?» Alors là, on s'est dit « Oh là là, il va y avoir un gros drame !» Et en fait, ils sont là pour le féliciter parce qu'il a été sélectionné pour passer le concours des bourses. Donc là, tout d'un coup, on commence sur un drame. On s'est dit « Oh là là, il a pas fait la dictée, il va être puni. » Et en fait, non. Donc voilà, encore une fois, cette insouciance, cette douceur, cette tendresse de la résolution des situations qui est ici encore montrée. Même si ici, ça se déroule peut-être pas aussi gaiement que dans le premier film, hein. Le deuxième est plus tourmenté. On sent qu'on monte d'un petit cran puisque le premier nous instaure un climat. Dans le deuxième, on va un peu démolir ce climat progressivement avec des touches beaucoup plus noires, hein, de tension et de drame. On a aussi une autre scène que j'ai beaucoup aimée, qui est une petite scène un peu gênante mais qui est bien reprise. C'est la scène de baiser où on a Marcel qui est devant Isabelle. Isabelle tend la main parce qu'il faut faire le baiser de main. Alors il y a Marcel qui prend la main et il lui baise la main. Sauf que Isabelle, elle est pas contente parce que c'est pas comme ça qu'on baise la main. Il faut approcher le corps de la main et pas soulever la main à ses lèvres. Donc voilà. Là. Et après, elle lui dit dans un gros plan, je t'apprendrai. Oh là là, alors là c'est des trucs un peu chauds, hein. Mais bien sûr c'est filmé comme une espèce de relation d'adulte érotique, mais ce sont que des enfants. Et bien sûr à la fin, le Marcel est complètement envoûté. Ça c'est évident. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce film est arrivé jusqu'aux États-Unis et on a un revenant, hein, dans nos critiques, hein, Roger Ebert, hein, vous savez. Ceux qui me suivent, ils savent que j'aime bien ce mec. C'est un critique américain qui a fait des décennies de critiques. Que nous dit-il de ce film? Eh bien, il trouve que c'est un film d'enfant, un film d'enfance. Les deux films donnent l'impression d'un très long build-up pour un payoff final du deuxième film. Donc, le premier film ne serait encore une fois qu'une longue introduction pour la suite dans le deuxième film. Un moment, dit-il, je crois bien l'avoir traduit comme ça, de gratitude et de regret qui entrent dans le cœur du narrateur. Autrement, il dit que c'est un film avec une petite action, une petite intrigue, un petit suspense et une petite romance. Et je suis bien d'accord avec lui sur cet aspect-là. Je crois qu'il avait plutôt aimé le film de façon générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrigue spécifique. Il y a un événement qui amène à un autre, ainsi de suite. Tout est lié, par contre, par les personnages. Après, il est quand même évident qu'il faut regarder le premier avant d'avoir vu le deuxième, parce qu'il y a une intention et aussi un rapprochement avec les personnages qu'on prend le temps d'installer dans le premier, qui est déjà établi dans le deuxième facilement. Donc le deuxième n'est pas un électron libre, parce que je vous parle de récits fragmentés, d'anecdotes, donc on pourrait penser ça comme quelque chose de relativement indépendant au premier film, mais le premier film place tout. Ambiance esthétique, personnages, situation. Et le deuxième, on prend déjà ça comme acquis. Donc il faut vraiment regarder le premier film. Je vous passe un petit peu tout ce qui est rencontre dans les propriétés. Je trouvais que c'était assez mécanique, puisqu'on a, je crois, 3 propriétés. Donc la Trinité, les 3, le 1, 2, 3. Les choses ne se passent pas de la même façon dans la première, deuxième et troisième maison. Vous voyez, bon, ça c'est des mécaniques un peu scénaristiques, un petit peu lourdes. Mais c'était plutôt agréable, mais je vais passer rapidement sur ça, sachant que ça n'arrive qu'à partir de la 40-45e minute à peu près, donc on a tout le fragment avant qui était sur Isabelle et Marcel. Bien sûr, elle y va, hein, elle le tourne en ridicule, elle le peint en noir, enfin c'est assez terrible. Et quand elle part, bien sûr, c'est un nouvel acte, une nouvelle dynamique de récit, qui sera plus sur la famille et pas sur le rapport de Marcel avec Isabelle. Donc le film s'ouvre tout d'un coup un petit peu plus. Mais en fait, je voudrais quand même vous parler, c'est la fin qui est assez incroyable, parce qu'elle vient de façon abrupte et de façon violente. Elles sont dans un repas de famille avec des amis, voilà, et ça se passe tout super bien et tout ça, et tout d'un coup après on a un plan sombre
blanc et noir avec le cercueil de la mère de Augustine. Elle est poignante, il y a un malaise de la rapidité des événements. Bien sûr, tout ça là est, comment dire, encadré par la voix off de Pagnol. Enfin, c'est pas la voix off de Pagnol, mais la voix off du narrateur qui nous narre encore une fois des fragments. On a été habitué à des fragments plus longs puisqu'il s'agit de scènes dans le premier et le deuxième film. Ben là, on a des fragments de vie des gens qui restent, Lily, le père, le Paul, hein, le petit frère de Marcel, et à la fin on a une petite scène encore avec Marcel, comme je vous le disais, qui est en silhouette et qui retrouve un de ces fameux châteaux qu'il a tant traversé pour rejoindre les collines. Les dernières minutes du film illustrent les tragédies de la vie, le temps qui passe. Et ce sont des minutes qui sont déchirantes, surtout si vous enchaînez les deux films à la suite. La dernière séquence, elle est assez magnifique. C'est Pagnol de dos, en silhouette. Dans des moments fragmentés, il revient en enfance, en redécouvrant au présent les lieux qu'il a fréquentés tout petit. Et c'est toujours un grand moment, l'ombre du passé, comme il est dit dans le film, le château de la peur de sa mère aussi, comme il est dit, ce château qui représentait pour la mère une angoisse, parce qu'il y avait un chien, et même il y avait l'idée de traverser quand même une propriété, et c'était compliqué. On a aussi cette porte, hein. Alors ça c'est très lié, la fin vraiment permet de comprendre le titre du film à mon sens, mais uniquement la fin, c'est ça qui est très perturbant, c'est pendant tout le film on se dit mais qu'est-ce que c'est le château de ma mère, mais à la fin je trouve que c'est un peu confusant, je vais peut-être pas cerner totalement, mais l'idée est que il a cassé la porte qui a causé tant de soucis à sa mère en libérant du château l'image d'Augustine qui tenait voilà la rose rouge contre elle avec son visage angélique qui symbolise elle la reine du château, puisqu'elle était un peu présentée comme la reine du château par le comte qui lui avait offert ses roses rouges. Et pour moi c'est un peu l'idée que c'est la reine du château des mémoires de Pagnol, donc le château que Pagnol a acheté pour faire son espèce de studio de cinéma. Et à la fin, Pagnol donc casse la porte et libère l'image de sa mère avec ses fleurs dans ce château. Donc il libère son souvenir. Le souvenir du château de sa mère. Et il est dit un très beau texte avec un plan de la mère qui regarde vers la caméra. Il est dit « De l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses du roi. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils. » Et là, on a le titre « Le château de ma mère » et le générique de fin, sur un plan figé, regard caméra d'Augustine. C'est le souvenir du château et lié à la mère que veut faire passer, je pense, le réalisateur avec cette dernière scène. Elle est douce amère, j'ai envie de dire. Je crois que le film se termine vraiment sur une note douce amère. Les personnages, eh bien vous les connaissez tous si vous avez vu ma première critique et bien sûr si vous avez vu les films. Je vais plutôt me parler de spécificité de ce second volet. Isabelle, qui est jouée par Julie Timmerman, qui est plein de charme. Elle impressionne Marcel par sa noblesse, ses drôles de manières, ses manières un petit peu trop maniérées. Isabelle le considère comme son vassal, donc il y a une espèce de hauteur, hein, de full hautain, c'est un peu ça, par moment. La fin de la relation est assez brutale, parce qu'elle part comme ça au milieu du film, sans trop qu'on sache précisément pourquoi. Ça donne d'ailleurs une drôle d'impression en termes de scénario, on sent qu'il y a un déséquilibre. Un personnage qui nous a été bien build-up, tout d'un coup se barre, c'est aussi peut-être pour mieux se caler sur des souvenirs d'enfance. Des fois il y a des choses qui commencent longuement et qui se coupent de façon très abrupte, donc là on sort aussi de carcan de scénario du cinéma, pour essayer de trouver une formule qui correspond plus aux souvenirs de Pagnol qu'un élan de scénario classique écrit par des scénaristes rompus à des méthodes.
Chose très surprenante, et c'est peut-être ce qui m'a fait sortir du film, c'est que on a Jean Rochefort qui est complètement reconnaissable et du coup on voit plus l'acteur que le personnage. Il joue le père d'Isabelle, une espèce de poète excentrique, un peu étrange. C'est un rôle un peu bizarre, c'est un petit peu décevant d'avoir l'espèce de poète bourré là, en plus Jean Rochefort quoi. Donc le mec il est pas du tout classe dans le film, même s'il est habillé en blanc, hein. On a bien sûr Joseph. Alors Joseph lui il a encore le beau rôle, il a un super rôle toujours. Il est face au contexte de la société, il fait face à l'adversité de façon digne, mais quand même en se laissant pas marcher sur les pieds vis-à-vis de son ancien élève, Bouzig, je crois, qui lui fait une espèce de petit arrangement, mais qui ne l'arrange pas du tout moralement, face bien sûr au gardien du 3e château, face aussi au progrès de son fils qui a eu la bourse. Le père est, par rapport à ce garde de château, il est vraiment humilié. Il y a une scène qui est plutôt longue, hein, quand je vous disais que dans le premier film que les séquences à conflit étaient assez vite résolues, et ben celle-ci elle se résout pas tout de suite. Donc le père est humilié par le garde mal luné qui lui demande de déballer toutes les affaires. Donc vraiment toutes les affaires se sont déballées, hein. Le litige prend plus de temps que prévu, c'est assez angoissant. Et on a aussi ce qui en résulte, le procès verbal du gardien qui angoisse énormément Joseph puisqu'il a peur de perdre son travail à cause de ce procès verbal. Et ceci, du coup, amène à une scène qui m'a beaucoup touché. Il va voir donc l'oncle Jules parce qu'il pense tout de suite qu'il va perdre son boulot et peut-être qu'il aura besoin de conseils, voire même peut-être d'argent pour rebondir en attendant de trouver un nouvel emploi. Donc il va voir l'oncle Jules et l'oncle Jules arrive tout de suite et il dit « Ah, mais vous me l'avez caché cet événement, mais je suis super content pour vous et tout ça ». Et Joseph est complètement déboussolé et il pleure dans les bras de l'oncle Jules. Les deux personnages encadrés par les portes du salon, c'est un très très beau plan. Il y a beaucoup de beaux plans dans ce film, plus que dans le premier je trouve. Les beaux plans du premier n'étaient constitués que par le décor nature de paysage autour. Alors que dans celui-ci, étant donné qu'il y a des bâtisses, ils vont dans des propriétés assez luxueuses avec des allées d'arbres, des choses bien taillées, tout ça. Donc il y a plus de perspectives de décor intéressants et à mettre en valeur, en lumière bien sûr, que dans le premier je trouve. Donc on a une amitié vraiment forte entre le père et l'oncle Jules. Ça se fortifie dans celui-ci avec aussi une autre séquence où l'oncle Jules dit qu'il a prié pour le bien-être de Joseph et Joseph ne croit pas bien sûr au bienfait de la prière, mais il accepte bien volontiers la prière de l'oncle Jules puisque ça vient du cœur et ça a été destiné au bien-être de la famille. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très positives qui se lient entre les deux hommes et il y a aussi le moment le plus touchant. C'est un truc qui m'a vraiment beaucoup ému. Vraiment énormément, c'est quand je vous le disais justement que Marcel avait réussi la bourse et donc il irait au lycée et il y a le père qui angoisse, qui a des doutes, qui angoisse. Il arrive après justement le résultat du concours, il descend avec Marcel et il s'arrête devant sa classe et il lit ce qu'il y a au tableau. A, B, C, D, voilà toute ma science, je l'enseignerai toute ma vie. Un jour, peut-être, tu auras honte de moi. Alors, bien sûr, l'enfant, il comprend pas. Il enchaîne ensuite, quand ces professeurs du lycée auront fait de toi un monsieur très savant. Alors, bien sûr, le père, il a peur de ne plus être la gloire de son fils, littéralement, comme dans le premier film, hein. Tout est lié, les deux films sont liés. Et donc le père, il a peur de ne plus être sur le piédestal et ne plus avoir l'adoration de son fils, puisque c'est l'homme qui sait tout, et Marcel est très content d'avoir un papa comme ça. Le père a peur de perdre sa prestance auprès de son fils, et son fils lui dit un truc incroyable qui, moi, m'a vraiment touché. Et il lui dit « Alors c'est moi qui reviendrai pour t'apprendre tout ce que je sais. » Et moi, ça m'a vraiment touché directement. Et pendant qu'il dit ça,
on a un travelling avant sur le haut du corps de Joseph et bien sûr Marcel qui est blotti dans ses bras et Joseph qui est vraiment très touché et en même temps pensif, hein, mais il est très très touché par ce que vient de lui dire Marcel et c'est vrai que ce moment c'est en un plan. Voilà, il n'y a pas de découpage là, en un plan. Il y a vraiment une bonne science du cadre, hein. C'est très bien pensé, c'est très classique. Dans ce film, au-delà du titre même, on va un peu plus s'intéresser à Augustine, le génie de l'intrigue, comme dit Joseph. Elle va essayer de s'arranger pour faciliter le voyage en manipulant la femme du directeur pour que Joseph puisse commencer la classe que le lundi après-midi et pas directement le lundi matin, ce qui leur permettrait bien sûr de revenir de leur maison de campagne. Donc ça c'est plutôt fort et bien sûr elle, étant donné qu'elle est très très belle, elle séduit sans le faire exprès, hein, mais elle séduit le comte qui lui donne ses fameuses roses des rois. Elle est quand même, elle a un centre d'intérêt plus fort que dans le premier film. Il y a une exploration du lien maternel par rapport au lien paternel du premier film. Il y a aussi une fragilité qui nous est plus montrée, un dialogue entre la mère et son enfant, un pic émotionnel à la fin quand on retrouve le visage d'Augustine. Je trouve que en termes de personnage, c'est toujours très très bien. Bien sûr, la mise en scène, elle est classique. Comme je vous le disais, il y a des plans très structurés, c'est bien cadré, il y a vraiment de belles idées. Les éclairages sont très clairs et il y a peu de contraste. La verdure et les arbres permettent cependant de beaux reflets et quelques contrastes par moment. Il y a de très très beaux plans. Il y a un plan qui est sûrement pour moi le plus beau plan du film. C'est vers la toute fin du film, c'est parmi les derniers plans. L'arrivée des voitures de Pagnol vers le château du comte, hein, qu'ils ont acheté. Et on a une allée d'arbres dans un espèce de soleil comme ça qui tape sur les arbres. Et on a ces voitures qui passent et le plan est incroyable en termes de couleurs et de lumière. Quand c'est plus dramatique, eh bien, les ambiances sont beaucoup plus ténues. On est vraiment nappé dans l'ombre quand, justement, par exemple, Augustine et Joseph parlent des économies qu'ils ont gardées pour les coups durs, justement, le fait que peut-être Joseph perdrait son travail. Donc, ils sont en train de se concerter dans l'ombre avec Marcel qui regarde du haut de l'escalier. Donc, voilà, il y a vraiment un super travail pour proposer toujours des vignettes charmantes, comme ce serviteur, le serviteur du comte qui porte Paul sur ses épaules et il se balade dans un mini labyrinthe. C'est des belles images que nous propose ce film-là, en plus de voir quelques châteaux, un peu de loin quand même, mais des châteaux qui sont de véritables châteaux. Il y en avait un qui était, de ce que j'avais cru lire, dans le Var. C'est le château du domaine d'Astros. Voilà, donc si vous voulez taper sur Google quelques images, vous seront délivrés. Autrement, la réelle, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le montage est plus ambitieux parce qu'il est plus fragmenté. Je trouve que généralement, ce film a plus d'ambition de réalisation, même si c'est toujours très classique, hein. Il n'y a pas d'un coup de rupture, vraiment de rupture incroyable. Et ce n'est peut-être pas ce que nous demandons quand nous regardons ce film. Nous souhaitons avoir un beau film et pas un film qui veut casser des codes, hein. Il ne faut pas croire que tous les films veulent casser des codes. J'ai lu dans une critique française un bijou de famille dont le prix brille tout autant dans les yeux des enfants que dans ceux des parents. Je trouve que c'est une bonne image, même si le prix, le prix, c'est peut-être dont l'éclat, je devrais dire dans ce cas-là, si je devais corriger un peu cette critique, l'éclat brille par le prix. Enfin, qu'est-ce que c'est que le prix par rapport à un film? Non, dont l'éclat brille tout autant. Voilà. Je trouvais que cette phrase était très bien. C'est chaleureux, à ne pas manquer, à voir en famille, dans l'ordre. Vraiment, je vous le conseille. Je trouve que celui-ci est plus sombre que le premier. Personnellement, je lui mettrais un 15 sur 20 parce que j'étais déjà troublé par cette rupture abrupte d'Isabelle qui se barre. Et ça fait moins du bien parce que c'est plus dramatique à la fin. Donc, ça reste un film de qualité. Comme il est dit dans le film, à la fin, vers la fin, juste avant qu'il y ait cette espèce d'épilogue, on a le narrateur qui dit « Quelques joies
très vite effacé par d'innombrables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Je trouve que c'est une très belle phrase et c'est sur cette phrase que j'ai terminé ma critique. Je vous remercie de l'avoir vu. J'espère que ce petit retour d'été sur 2 films français vous aura intéressé, ça vous aura plu. J'aurais médiatisé un peu ces 2 films. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les regarder. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films français d'époque, ou en tout cas qui remontent un petit peu, qui sont présentés sur les différentes chaînes YouTube. C'est plutôt des trucs tendances qui sortent au cinéma. Vous soyez assurés que quand à la 2 sortira, il y aura tout le monde qui en parlera, hein, mais alors que tout le monde sait que ce sera pas bien et les gens iront voir juste pour lui casser les... Alors qu'il y a tellement de films français qui valent le coup et qui valent le coup d'être médiatisés. Et ces 2-là, je ne les connaissais que de nom. Je les ai vus et ça mérite en effet de refaire un petit truc, quoi. Et vous avez été aussi présente pour manifester votre intérêt vis-à-vis du film. Et je suppose vis-à-vis de celui-là aussi. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Je prépare déjà les critiques suivantes. Et alors la critique suivante, ce ne sera pas du tout en France que ça se passera. Ce sera en Afrique, sur les terres de Tsavo, avec Val Kilmer qui va tuer des lions dans L'ombre et la proie. C'est un film américain d'aventure qui est aussi en milieu caniculaire. Donc on continue l'été sur cette lancée. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!